8h33 à la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, au une de vos journaux, on cherche. Paris-Normandie, la course à l'or noir continue. Midi libre en région, la psychose de la panne sèche. Nice matin, l'affolement. Alors du coup, il y a ceux qui tentent de dédramatiser. L'éco-républicain, il en reste. Et ceux qui se permettent d'ironiser. Le Parisien, de mieux en mieux. 3 points de suspension. Et puis il y a Libération. La CGT peut-elle faire le plein? Et le Figaro. Face aux surenchères de la CGT, le gouvernement hésite. La Confédération Générale du Travail, plus connue sous l'acronyme CGT. Et oui, et les mots qui reviennent ce matin, alors là à peu près partout, fuite en avant, va-tout, cynisme, dernier grand baroud, coup de bluff permanent. Un syndicat minoritaire donc réveille l'imagerie classique d'une France bloquée. Dans les Échos, pourtant, Jean-Francis Pécresse s'interroge sur ce mouvement de panique chez les automobilistes que l'exécutif n'a pu empêcher, malgré, dit-il, une communication plutôt correcte. Mais quand, ayant proclamé l'état d'urgence, écrit-il, un pouvoir se montre incapable de déloger quelques dizaines de manifestants occupant une place en plein Paris, impuissant à interdire les débordements violents, comment imaginer qu'il aura la force d'aller déloger les gros bras de la CGT barrant l'accès de raffineries? La pénurie d'essence, conclut-il, n'est pas sans lien avec la pénurie d'autorité. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, parle dans les Échos. Ben oui, ça n'a rien d'anodin, c'est juste quelques pages plus loin de ses considérations sur l'autorité du gouvernement. C'est dans les Échos. Emmanuel Macron se paye le luxe de nouvelles embardées. Tout le monde aura noté, bien sûr, dans l'interview, ces quelques mots sur le fait qu'il faudrait aller plus loin que la loi El Khomri. Au moment où le pays est bloqué par un texte vidé de sa substance, Manuel Valls et François Hollande apprécieront la leçon. Quant aux salaires, ils doivent être contenus, nous dit le ministre. Là aussi, un message qui devrait passer très très facilement, on s'en doute. Bon, pourtant, on comprend l'idée. Une préférence, explique-t-il, pour l'investissement et l'emploi-formation plutôt que pour les dividendes et les salaires. Mais le plus intéressant, en fait, ce sont ces remarques d'Emmanuel Macron sur la souveraineté. Une souveraineté que l'État doit défendre dans les secteurs de la défense et de l'énergie. Nous devons, dit-il, avoir une politique volontariste et défensive pour les filières indispensables à notre économie, comme l'acier. Les États-Unis, rappelle-t-il, ont imposé des droits de douane de 500% sur certains aciers laminés chinois. L'Europe s'est contentée d'à peine 20%. Nous devons, poursuit-il, moderniser les règles anti-dumping en Europe. Il ne s'agit pas de s'opposer à la concurrence, mais d'être intraitable contre la concurrence déloyale. Ça sonne un peu réactionnaire souverainiste quand même. Mais bon, c'est Emmanuel Macron, parce qu'il il est moderne lui. Bon, cependant, quand il explique que ce qui sauve l'attractivité française, c'est une recherche académique efficace, on est tenté de lui opposer la une du Monde et la tribune de 7 prix Nobel dénonçant les coupes claires dans le budget de la recherche. Mais bon, on se doute qu'Emmanuel Macron ne se sentira pas non plus forcé à la solidarité gouvernementale sur le budget de la recherche. Les mineurs isolés à présent. Oui, ça c'est un reportage qu'il faut lire dans le Figaro, auprès de l'aide sociale à l'enfance du Val d'Oise. Des salariés de la Croix-Rouge chargés de décortiquer le récit de jeunes étrangers pour déterminer s'ils peuvent prétendre au dispositif mineurs isolés étrangers. Alors maintenant, on dit mineurs non accompagnés, c'est plus soft. En 2011, le département en prenait en charge une petite centaine. Ils sont aujourd'hui 266, principalement venus du Pakistan et d'Afrique de l'Ouest, et même 433 avec les jeunes majeurs suivis jusqu'à 21 ans. La facture est passée de 4 à 17 millions d'euros pour le département. Certains jeunes arrivent avec un plan de nos locaux pour savoir à qui s'adresser ou sont déposés en voiture, raconte le président du conseil départemental. Des groupes de jeunes pakistanais venus de la même région ne tapent pas par hasard à la porte du Val d'Oise. Mais le plus inquiétant, c'est que ceux qui sont passés par la Libye ont un parcours totalement chaotique et surtout des blessures. Mais on peut ensuite les éduquer, les insérer et les orienter vers des métiers dits sous tension. D'ailleurs, c'est ce qu'explique l'article, certains patrons s'adressent directement à l'aide sociale à l'enfance pour trouver des employés. En attendant, les départements, eux, craquent. On termine avec le Figaro, là encore. Oui, c'est aussi dans le Figaro qu'on trouve cet article sur une étude de chercheurs néo-zélandais. Alors là encore, une étude sur un sujet crucial. Le sujet, donc, l'explosion du nombre d'armes dans les boîtes de jeux Lego. Depuis la première apparition d'une arme, c'était une épée en plastique dans une boîte en 1978, une boîte de château fort. Eh bien, aujourd'hui, il y en a dans 30% des boîtes, imaginez-vous, des petits pistolets en plastique, des épées, etc. Mais enfin bon, les Lego seraient devenus violents. Bah oui, au départ, c'était des briques, c'était pour la construction, les Lego. Mais aujourd'hui, ce sont des univers, des personnages, des récits, puis aussi des licences avec des grands films comme Star Wars. Alors, est-ce que c'est de la violence qui a une influence néfaste ? Non.
répond un professeur en sciences de l'éducation, c'est du conflit, de l'opposition comme stimulant narratif. C'est beau, non ? C'est un peu comme les pneus, les engins de chantier, ça peut servir à de la construction, mais ça peut aussi servir à exprimer une opposition. On les met devant une raffinerie et ça devient un stimulant narratif. C'est tout de suite mieux. Un beau de stimulant narratif. Natacha Polony, qu'on retrouve tous les matins avec ses mots parfaitement choisis. C'est la revue de presse à 8h30. À demain, Natacha.